La décennie suivant la Première Guerre mondiale laissa l'Allemagne soumise à un système de restrictions militaires visant à empêcher la reconstruction de sa capacité militaire. Les dispositions du traité de Versailles réduisirent l'armée à des dimensions incapables de soutenir des opérations à grande échelle et interdirent le développement d'aéronefs militaires, d'artillerie lourde et d'armements technologiquement avancés. Les restrictions affectèrent directement les institutions scientifiques et les industries qui avaient soutenu la capacité militaire allemande dans le passé. Cependant, elles créèrent également une situation où la recherche expérimentale, présentée comme un travail académique ou civil, acquit une importance croissante en tant que voie alternative pour préserver les connaissances techniques et explorer de nouveaux champs à potentiel militaire. Pendant les années 20 et le début des années 30, la structure scientifique allemande a conservé un niveau élevé de spécialisation en physique, chimie, métallurgie et aviation. Les universités de Göttingen, Berlin, Munich et Heidelberg maintenaient un prestige international et des entreprises comme Krupp, Siemens, AEG, Junkers et Messerschmitt opéraient avec des décennies d'expérience. Cet environnement a facilité la continuité de projets qui, bien que officiellement orientés vers des applications civiles, permettaient d'étudier des technologies qui deviendraient plus tard des piliers de l'armement avancé. L'existence d'équipes capables d'aborder des problèmes complexes d'ingénierie est devenue un atout décisif lorsque le régime nazi a pris le pouvoir en 1933 et a réorganisé la recherche allemande avec des critères strictement militaires. À partir de l'ascension d'Adolf Hitler en tant que chancelier, l'État a pris le contrôle direct de la communauté scientifique. La réorganisation a été accélérée par l'expulsion systématique des scientifiques juifs des universités et instituts, mesure qui a entraîné une perte immédiate de talents spécialisés, mais qui, en même temps, a assuré au régime un cadre administratif homogène. Le ministère du Reich de la Science, de l'Éducation et de la Culture, dirigé par Bernhard Rust depuis 1934, a unifié les lignes de financement et orienté les centres académiques et laboratoires vers des programmes de recherche appliqués. Les instituts privés et les entreprises industrielles ont été intégrés dans un réseau centralisé qui priorisait l'ingénierie de nouveaux systèmes d'armement. Cette concentration de ressources a permis à des projets embryonnaires en fuséologie, propulsion à réaction, artillerie spéciale et physique nucléaire de trouver un soutien politique et un financement stable. L'un des domaines qui a reçu un élan précoce a été celui des fusées à carburant liquide. Au cours des années 1920, le développement des fusées avait été une activité marginale menée par des groupes civils d'enthousiastes. Le plus influent a été la Verein für Raumschifffahrt, fondée en 1927, qui effectuait des essais avec de petits véhicules en périphérie de Berlin. Ces expériences, bien que rudimentaires, démontraient que les propulseurs liquides pouvaient produire une poussée contrôlable. Parmi les jeunes ingénieurs impliqués se distinguait Werner von Braun, qui a rejoint l'association en 1930 tout en préparant des études sur la technologie des fusées. Son travail a attiré l'attention du capitaine Walter Dornberger, officier du département d'artillerie chargé d'explorer des méthodes alternatives pour surmonter les restrictions du traité. En 1932, l'armée a incorporé von Braun et plusieurs membres de son groupe dans les installations de Kummersdorf, où ils ont commencé à travailler sous supervision militaire. L'objectif était d'évaluer le potentiel des fusées en tant qu'artillerie à longue portée. Les premiers véhicules, désignés agrégat 1 et agrégat 2, ont atteint des hauteurs supérieures à 2 km en 1934, utilisant de l'éthanol dilué comme carburant et de l'oxygène liquide comme oxydant. Ces prototypes ont introduit des éléments qui deviendraient essentiels dans les projets ultérieurs. Des chambres de combustion conçues pour supporter de hautes pressions, des systèmes de stabilisation par gyroscope et des structures légères fabriquées avec des tolérances strictes. Les difficultés techniques, combustion instable, panne dans les pompes d'alimentation et déformations structurelles, ont mis en évidence la complexité de la tâche. Mais les résultats ont été suffisants pour justifier l'extension du programme. Kummersdorf s'est avéré insuffisant pour la poursuite avec des fusées de plus grande taille. Les limitations d'espace et la proximité des zones peuplées empêchaient de réaliser des essais en toute sécurité. Pour cette raison, en 1936, l'armée a sélectionné Peenemünde, sur la côte baltique, comme nouveau centre de développement.
L'emplacement permettait des lancements au-dessus de la mer et la construction d'installations étendues dans un environnement isolé. La construction du complexe a commencé en 1937 et comprenait des ateliers de fabrication, des laboratoires, des usines de production d'oxygène liquide, des tunnels de vent et des plateformes d'essai. Peenemünde a été conçu comme un centre intégré capable d'accueillir des milliers de techniciens et de scientifiques. Le premier modèle produit là-bas de manière complète, l'agrégat 3, a introduit des principes aérodynamiques et structurels qui ont défini la voie future de la fuséologie allemande. Bien que ces essais en 1937 et 1938 aient montré des échecs fréquents, le programme a progressé rapidement et a consolidé une base technique indispensable pour les développements futurs. Alors que la recherche sur les fusées progressait, le régime a encouragé un deuxième domaine de grand potentiel, les moteurs à réaction. L'idée de propulser les aéronefs grâce à la poussée des gaz expulsés à grande vitesse avait été étudiée théoriquement, mais dans les années 30, les premiers développements tangibles ont commencé. Hans von Ohain, un jeune physicien, a proposé un dessin basé sur la compression de l'air atmosphérique mélangé avec du carburant et sa combustion continue dans une chambre où les gaz se dilataient à travers une tuyère. Les premiers démonstrateurs construits par von Ohain en 1935 ont fonctionné brièvement avant d'échouer en raison de problèmes thermiques, mais ils ont démontré la viabilité du concept. Ernst Heinkel, propriétaire de l'une des principales entreprises aéronautiques du pays, a reconnu le potentiel de cette technologie et a fourni à von Ohain les ressources pour développer un moteur complet. Le résultat fut le HS-3 qui produisait environ 500 kg de poussée. Ce moteur a été installé dans le Heinkel A-168, un avion expérimental qui a effectué son premier vol le 27 août 1939. Le pilote Erich Warsitz a maintenu l'avion en vol pendant plusieurs minutes, démontrant la possibilité de faire fonctionner un avion sans hélice ni moteur conventionnel. Bien que la consommation de carburant fût élevée et la durabilité du moteur limitée, le vol a constitué une avancée technologique confirmant le potentiel de la propulsion à réaction. En parallèle, Junkers développait un projet alternatif sous la direction d'Anselm Franz. Le futur moteur Jumo 004 adoptait un design axial qui permettait d'améliorer l'efficacité en comprimant l'air par une série d'étapes alignées longitudinalement. Cette approche avait un potentiel plus grand pour des applications militaires, car elle offrait de meilleures caractéristiques de performance et la possibilité de générer des poussées plus élevées. Le moteur était encore en phase initiale à la fin des années 30, mais a établi les bases de ce qui serait plus tard le premier moteur à réaction produit en série. Le régime a également soutenu des expériences en artillerie spéciale dans le but d'atteindre des portées bien supérieures à celles des canons conventionnels. Les ingénieurs ont étudié des configurations multicaméras où des charges auxiliaires s'allumaient séquentiellement au passage du projectile, des dispositifs qui généraient des ondes de choc pour affecter les aéronefs à courte distance et des projectiles à fusée tirés depuis des canons utilisant leur propre moteur pendant le vol. Ces recherches ont été réalisées à Hillersleben, une installation possédant de l'expérience dans les essais d'artillerie. Les prototypes ont fonctionné de manière limitée avec des problèmes de synchronisation, d'érosion prématurée des matériaux et de défaillance structurelle. Aucune de ces lignes n'a progressé au-delà de l'expérimentation, mais elles ont apporté des données pertinentes pour des projets ultérieurs de longue portée. Le domaine le plus récent et au potentiel d'impact le plus important était celui de la physique nucléaire. À la fin de 1938, Otto Hahn et Fritz Strassmann ont identifié des produits inattendus en bombardant l'uranium avec des neutrons, observant la présence d'éléments plus légers. Lise Meitner et Otto Frisch ont fourni l'interprétation théorique correcte du phénomène, la division du noyau d'uranium en fragments plus petits, accompagnée par la libération de grandes quantités d'énergie et de neutrons supplémentaires. La possibilité d'une réaction en chaîne a ouvert des scénarios technologiques allant de réacteurs contrôlés à des explosifs d'une puissance inconcevable jusque-là. La découverte a été rapidement publiée en janvier 1939 et a déclenché une analyse immédiate parmi les physiciens de plusieurs pays, y compris l'Allemagne, où les premières études sur la viabilité du contrôle de réactions en chaîne ont commencé peu après.
À l'arrivée de septembre 1939, l'Allemagne disposait de technologies fondamentales en phase initiale, des fusées capables d'atteindre des altitudes significatives, des moteurs à réaction qui avaient démontré leur utilité en vol et une connaissance théorique nouvellement acquise sur la fission nucléaire. Aucun de ces avancées n'était prêt pour des applications militaires immédiates, mais tous possédaient un potentiel considérable que le régime reconnaîtrait au début de la guerre, lorsque la pression stratégique pousserait la transition de ces expériences vers des projets avec des objectifs militaires définis. Le début de la campagne de Pologne, le 1er septembre 1939, renforça au haut commandement allemand la conviction que la combinaison de forces blindées, d'un soutien aérien immédiat et d'opérations continues pouvait déstabiliser des défenses bien plus étendues en de courts laps de temps. La chute de Varsovie, en un peu plus d'un mois, fut suivie d'opérations tout aussi rapides au Danemark, en Norvège, en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Pour le mois de juin 1940, l'équilibre stratégique en Europe avait changé de façon abrupte. L'Allemagne contrôlait de vastes zones industrielles, des ports clés, des ressources énergétiques et un réseau ferroviaire qui permettait de déplacer le personnel et les matériaux avec efficacité. Ce nouveau scénario facilita l'attribution de ressources à des programmes technologiques qui, jusqu'alors, étaient des initiatives expérimentales sans prévision d'application immédiate. L'appareil militaire allemand commença à évaluer quels projets pouvaient offrir des avantages concrets s'ils étaient développés avec priorité. À Peenemünde, le programme de fusée est entré dans une phase d'expansion accélérée. L'agrégat 4, conçu dès le début comme un système d'armes complet et non simplement comme un véhicule expérimental, représentait l'étape suivante logique après les premiers résultats de la décennie 1930. La spécification préliminaire définissait une fusée de 14 mètres de longueur, 12 tonnes et demie de poids total et un moteur capable de générer environ 25 tonnes de poussée pendant un peu plus d'une minute. Avec un carburant basé sur l'éthanol dilué et l'oxygène liquide, la structure devait résister à des pressions internes allant jusqu'à 15 atmosphères et à des températures dépassant 2700 degrés Celsius. La complexité de ce système exigeait d'intégrer en un seul véhicule des éléments qui n'avaient jamais fonctionné conjointement auparavant dans un dispositif de cette taille: turbopompe à haut rendement, surface de contrôle interne fabriquée en graphite, gyroscope de précision et un fuselage léger résistant aux fluctuations thermiques extrêmes. Le développement a progressé par des cycles continus d'essais et d'analyse. Les chambres de combustion devaient maintenir un mélange stable de carburant et d'oxydant, ce qui a conduit à la conception d'un injecteur composé de plus de 1000 orifices qui distribuait les liquides selon des schémas calculés pour minimiser les oscillations. Les turbopompes, activées par la vapeur de peroxyde d'hydrogène décomposée catalytiquement, fonctionnaient à plus de 4000 révolutions par minute tout en pompant des liquides cryogéniques. Les problèmes découlant du contact entre des matériaux soumis à des températures extrêmes et à des vibrations constantes étaient fréquents. Pourtant, chaque échec fournissait des données utiles pour ajuster les géométries internes, modifier les canaux de refroidissement ou recalibrer les capteurs d'orientation. La préparation des essais en vol a également nécessité la construction d'infrastructures auxiliaires pour les opérations mobiles. La plateforme Meillerwagen a été développée, conçue pour transporter, élever et préparer la fusée dans des zones de lancement improvisées, réduisant ainsi le besoin d'installations fixes susceptibles d'être reconnues par voie aérienne. Ce système indiquait que, même avant de réaliser un prototype entièrement fiable, on planifiait déjà le mode d'emploi dans un scénario opérationnel réel. Les essais réalisés en 1942 ont reflété le degré de difficulté technologique. La tentative de lancement du 13 juin s'est terminée après quelques secondes en raison d'une défaillance dans l'alimentation du moteur. Le deuxième essai, le 16 août, s'est terminé par la destruction du véhicule en plein vol après une fuite de carburant. Le succès est arrivé le 3 octobre, lorsque la fusée a atteint une altitude supérieure à 80 km, parcouru environ 190 km et démontré la validité des calculs théoriques. Bien que les lancements ultérieurs aient révélé des défaillances supplémentaires dans les pompes, accumulateurs de pression, valves et structures, le vol d'octobre a marqué un tournant. La direction politique a ordonné d'augmenter le personnel, d'élargir les installations
et de préparer des lignes de production destinées à fabriquer la fusée en quantité significative. Le programme est passé d'une recherche avancée à un projet stratégique. Entre-temps, les avancées dans la propulsion à réaction offraient un potentiel pour transformer les capacités de l'aviation militaire. Le vol expérimental du Heinkel Hessen 78 en 1939 avait démontré qu'un moteur à réaction fonctionnait dans des conditions réelles, mais ses performances étaient insuffisantes pour des applications opérationnelles. L'étape suivante fut le développement du Me-262 par Messerschmitt. Cet avion intégrait 2 turboréacteurs Junkers Jumo 00, 4 montés sous les ailes et une structure aérodynamique conçue pour atteindre des vitesses bien supérieures à celles des avions à hélice. Le moteur Jumo 004 était un système complexe. Le compresseur axial à 8 étages comprimait l'air à plusieurs atmosphères avant de le conduire à 6 chambres de combustion tubulaire. Les gaz chauds actionnaient une turbine à un seul étage qui entraînait le compresseur. Le choix d'un compresseur axial permettait une plus grande efficacité et une moindre résistance frontale, mais exigeait un alignement extrêmement précis. L'un des plus grands obstacles était le manque d'alliage de nickel nécessaire pour fabriquer des pales de turbine capables de fonctionner longtemps à haute température. L'Allemagne dépendait largement des importations de matériaux stratégiques, ce qui a obligé ses ingénieurs à développer des aciers avec du chrome et du molybdène qui fonctionnaient dans un seuil limité. La durée de vie du moteur était de quelques dizaines d'heures, mais suffisante pour démontrer la viabilité opérationnelle de la conception. Le Me-262 a effectué des vols préliminaires en 1941 équipé d'un moteur à piston provisoire utilisé pour valider la stabilité et les réponses aérodynamiques du fuselage. Les premiers vols entièrement propulsés par les 2 turboréacteurs ont commencé en juillet 1942 et les résultats ont confirmé que la vitesse et la capacité de montée dépassaient largement celles des chasseurs contemporains. Cependant, le développement rencontrait encore des difficultés techniques, comme des vibrations à haute vitesse, des tensions supplémentaires dans la structure de l'aile et des pannes récurrentes de moteurs soumis à des cycles de brusque accélération. Ces aspects nécessiteraient des modifications continues pendant les mois suivants. Dans le domaine naval, les résultats obtenus au cours des premières années de guerre indiquaient que les sous-marins conventionnels atteignaient les limites de leur capacité. Les U-boots avaient coulé de grandes quantités de tonnage marchand entre 1939 et 1941, mais leur dépendance à naviguer en surface pour recharger les batteries les rendait vulnérables à l'usage croissant des radars et des avions de patrouille. La nécessité d'un design radicalement différent a conduit à des études préliminaires qui définiraient les grandes lignes du futur Type 21. Bien que son développement complet ne commence qu'en 1943, entre 1939 et 1942, les principes techniques essentiels ont été établis. Coque hydrodynamique pour opérer principalement immergée, batterie de haute capacité, moteurs électriques dimensionnés pour de longues traversées sous-marines et schnorkel, capable d'alimenter les diesels à la profondeur du périscope. Ces avancées conceptuelles anticipaient une nouvelle génération de sous-marins conçus pour une inversion opérationnelle de la doctrine existante. Le programme nucléaire allemand a également évolué pendant cette période. L'occupation de la Norvège a permis d'accéder à l'usine d'eau lourde de Vemork, dont le produit était essentiel pour les expériences de modération nécessaires dans un réacteur nucléaire. À partir de 1940, la production a été augmentée grâce à l'installation de nouvelles étapes d'électrolyse et de concentration. En parallèle, l'équipe dirigée par Werner Heisenberg testait différentes configurations géométriques d'uranium et d'eau lourde pour mesurer la multiplication des neutrons. Entre 1940 et 1942, des essais ont été réalisés avec des conceptions sphériques, cylindriques et à couches alternées. Les résultats ont confirmé que la réaction en chaîne était sur le point de se produire, mais la perte de neutrons et la pureté insuffisante de l'uranium empêchaient d'atteindre la criticité. Les estimations indiquaient qu'il faudrait plusieurs tonnes d'uranium métallique et une quantité similaire d'eau lourde pour y parvenir, des ressources qui excédaient la capacité de production immédiate. Néanmoins, l'avancée théorique a fourni une base claire pour des expériences ultérieures. Parallèlement, le haut commandement évaluait la nécessité de disposer de bombardiers
capable d'opérer à des portées intercontinentales. La possibilité d'atteindre la côte et des États-Unis depuis les bases européennes nécessitait des aéronefs aux capacités largement supérieures à celles existantes. Les exigences préliminaires de l'America Bomber exigeaient une portée totale de plus de 10 000 km, une capacité à transporter une charge significative, des systèmes de navigation spécialisés et des moteurs à haute efficacité. Diverses entreprises ont présenté des propositions conceptuelles. Le Messerschmitt Me 264, le Junkers Ju 390, le Hortenho 18 et le projet assisté par fusée Dögen-Sanger. Aucun de ces modèles n'était prêt pour la construction, et tous dépendaient de progrès technologiques qui n'existaient pas encore, mais ils ont défini des lignes de recherche qui continueraient pendant les années suivantes. À la fin de 1942, l'Allemagne avait transformé des projets expérimentaux en programmes de développement avec des objectifs militaires définis, des fusées de grande envergure, des aéronefs à réaction, des sous-marins optimisés pour la navigation immergée, des réacteurs nucléaires expérimentaux et des bombardiers à long rayon d'action avaient dépassé la phase initiale. Bien qu'aucun n'était prêt pour la production de masse, leur fondation technique était déjà établie. Le changement dans le cours de la guerre à partir de 1942 ferait de ces initiatives des priorités croissantes, accélérant leur calendrier et servant de base aux avancées décisives qui caractériseraient la période suivante. Au début de 1943, la situation stratégique de l'Allemagne avait changé de manière substantielle. La reddition de la 6e armée à Stalingrad, le 2 février, confirma que la campagne de l'Est s'était transformée en une guerre prolongée où l'adversaire possédait des ressources industrielles et des réserves de personnel très supérieures. La chute des défenses allemandes en Afrique du Nord, culminant avec la reddition de toutes les forces de l'Axe en mai 1943, ajouta une pression supplémentaire sur la structure militaire allemande. La stratégie basée sur des campagnes rapides avait laissé place à un conflit où la production, la logistique et l'ingénierie devenaient des facteurs décisifs. Dans ce nouveau contexte, les programmes d'armement avancés acquéraient une importance croissante. Les projets qui pendant des années avaient été des expériences techniques devaient maintenant devenir des systèmes fonctionnels capables d'influencer le développement de la guerre. Le programme de fusée V2 à Peenemünde était l'un de ceux qui faisait face aux plus grandes attentes. Depuis le succès partiel obtenu en octobre 1942, les ingénieurs s'étaient consacrés à résoudre les problèmes qui conditionnaient la transition du prototype à une arme opérationnelle. La stabilité de combustion continuait d'être un défi technique fondamental. Les oscillations internes générées à l'intérieur de la chambre pouvaient augmenter les pressions locales à des niveaux critiques, provoquant déformation ou rupture en quelques millisecondes. Pour y faire face, de multiples variantes du système d'injection ont été fabriquées, modifiant les schémas de distribution, le diamètre des orifices et les matériaux internes. Chaque version impliquait de nouveaux essais, analyse de résidus et mesures détaillées de température et de vibration. Les turbopompes, chargées d'alimenter la chambre de combustion en éthanol et oxygène liquide, présentaient également des défauts récurrents. Les joints et roulements se dégradaient rapidement lorsqu'ils fonctionnaient avec des liquides cryogéniques et sous de fortes charges dynamiques. Lors de plusieurs essais, de petites fuites avaient provoqué le mélange accidentel de combustible et d'oxydant à l'intérieur du compartiment des pompes, générant des incendies ou des explosions qui détruisaient le véhicule en quelques secondes. Pour atténuer ces risques, les systèmes d'étanchéité ont été renforcés. Les supports axiaux ont été redessinés et des revêtements qui réduisaient la friction interne ont été expérimentés. Le système de guidage nécessitait des améliorations équivalentes. Les gyroscopes avaient tendance à dériver, surtout lors de vols prolongés, ce qui entraînait des déviations significatives par rapport à la trajectoire programmée. Les ingénieurs ont introduit des supports renforcés, des rotors plus stables et des systèmes d'amortissement pour réduire les vibrations qui altéraient la lecture des instruments. Les palettes en graphite installées à l'intérieur du jet du moteur, fondamentales pour appliquer des corrections de trajectoire, subissaient une érosion accélérée à des températures supérieures à 2000 degrés Celsius. Des qualités de graphite avec une densité différente ont été testées et les profils aérodynamiques ont été ajustés pour prolonger leur durée de vie utile. La structure de la fusée a également subi des modifications.
les réservoirs de carburant et d'oxydant agissaient comme des éléments structurels, ce qui réduisait le poids mais exigeait des tolérances strictes. Les parois des réservoirs, d'épaisseur minimale, étaient vulnérables lorsque le véhicule était vide. C'est pourquoi les procédures de préparation nécessitaient un remplissage immédiat avant le lancement pour éviter les déformations. Des renforts longitudinaux ont été ajustés et des soudures revues pour réduire les risques de fracture pendant la phase supersonique du vol. En mars 1943, la conception était considérée comme suffisamment avancée pour commencer la planification industrielle. Chaque fusée contenait environ 30 000 composants individuels et sa fabrication nécessitait des soudeurs hautement qualifiés, des équipements d'usinage de précision, des installations pour manipuler de l'oxygène liquide, des laboratoires pour ajuster l'électronique de guidage et des ateliers pour calibrer les pompes et les valves. Les estimations initiales indiquaient qu'il serait nécessaire de réorganiser des usines entières pour maintenir une production continue. Le programme employait déjà plus de 15 000 personnes à Peenemünde, parmi les ingénieurs, techniciens, personnel militaire et travailleurs civils. En parallèle, le développement de l'avion à réaction M262 montrait des progrès significatifs, bien que accompagnés de difficultés persistantes. Les moteurs Junkers Jumo 004 continuaient de constituer le principal obstacle. Les essais montraient que la durée de vie de ces unités restait limitée à quelques dizaines d'heures, avec des pannes fréquentes, des pales de turbines soumises à des tensions thermiques et centrifuges extrêmes. Les limitations d'accès aux alliages de nickel et de cobalt ont obligé à utiliser des alternatives moins résistantes, ce qui nécessitait des ajustements constants de géométrie, de revêtement et de processus de refroidissement. La production de chaque moteur demandait des traitements thermiques complexes et des contrôles de qualité rigoureux pour détecter des microfractures invisibles à l'œil nu. Le design aérodynamique du Me-262 a également continué de se peaufiner. Les vitesses atteintes lors des essais dépassaient largement celles des chasseurs conventionnels, générant des phénomènes aérodynamiques peu connus à l'époque, comme l'accumulation d'ondes de choc dans des sections spécifiques des ailes ou des vibrations structurelles qui apparaissaient lors de manœuvres à grande vitesse. Les ingénieurs ont incorporé des renforts dans des points critiques, revu les profils du bord d'attaque et ajusté les surfaces mobiles pour améliorer la stabilité. Le train d'atterrissage, initialement sous-dimensionné pour un avion de ces performances, a été redessiné pour supporter des atterrissages à plus grande vitesse et des conditions de charge plus élevées. En même temps, le débat sur sa fonction opérationnelle se poursuivait. L'insistance de Hitler à l'employer comme bombardier rapide imposait des modifications structurelles pour porter un armement offensif, y compris des supports externes pour bombes et des systèmes de libération spécifiques. Les officiers de la Luftwaffe signalaient que ces changements réduisaient l'efficacité de l'avion en tant qu'intercepteur, qui était la fonction pour laquelle il avait été conçu. Les unités de formation faisaient également face à des défis. Les pilotes habitués aux moteurs à piston devaient apprendre à gérer des accélérations moins immédiates, des vitesses bien plus élevées et des procédures d'urgence spécifiques aux turboréacteurs. Le processus de formation était long et absorbait des ressources supplémentaires. Le développement du sous-marin type 21, bien qu'il ne soit pas encore entré en production, progressait du concept vers l'ingénierie détaillée. Ce design représentait un changement profond dans la doctrine navale. Pour la première fois, un sous-marin était conçu pour opérer de manière presque continue sous l'eau. Des essais hydrodynamiques exhaustifs ont été réalisés dans des réservoirs spécialisés pour optimiser la forme de la coque, réduisant la résistance et augmentant l'efficacité de la propulsion. Le système de batterie, qui doublait ou triplait la capacité des modèles précédents, exigeait de revoir la disposition interne du sous-marin et de modifier les systèmes de ventilation et de refroidissement pour éviter les accumulations de gaz dangereux. L'incorporation du Schnorchel transformait la manière de fonctionner. Bien que les modèles précédents pussent plonger, ils devaient émerger fréquemment pour recharger les batteries, ce qui les rendait vulnérables. Le Schnorchel permettait d'opérer les moteurs diesel à la profondeur du périscope, réduisant l'exposition et augmentant l'autonomie sous-marine. Les ingénieurs avaient aussi conçu un système hydraulique de recharge de torpilles qui accélérait les cycles d'attaque. Les tests effectués sur banque d'essai confirmèrent que le système pouvait recharger 6 tubes en moins d'une demi-heure,
une amélioration significative par rapport aux sous-marins précédents. Le programme nucléaire allemand a connu une extension similaire. Les expériences de Leipzig avaient eux démontré une multiplication des neutrons, mais pas de criticité. Les physiciens ont identifié que la pureté des matériaux était fondamentale. L'uranium métallique devait être fabriqué avec une pureté extrêmement élevée, exempte d'impuretés qui absorbaient les neutrons. La production d'uranium métallique nécessitait des installations chimiques capables de manipuler des composés hautement corrosifs. Le processus commençait avec du minerai broyé, suivi d'une conversion en tétrafluorure d'uranium et enfin en uranium métallique par réduction chimique. Chaque phase nécessitait un équipement spécialisé pour contrôler des réactions exothermiques intenses. La disponibilité de l'eau lourde restait le facteur limitant. Bien que l'usine de Vemork ait augmenté la production, la demande estimée pour un réacteur fonctionnel dépassait la capacité annuelle. Les physiciens allemands acceptaient qu'il faudrait plusieurs années pour atteindre la criticité même avec des ressources prioritaires. Parallèlement, des études supplémentaires ont été réalisées sur la séparation isotopique, mais les techniques disponibles, diffusion thermique, centrifugation et diffusion gazeuse, offraient des résultats marginaux et consommaient d'énormes quantités d'électricité. Aucune de ces méthodes ne dépassait des phases expérimentales de laboratoire. En 1943, le Haut Commandement a également continué à examiner les possibilités de développer des plateformes aériennes de longue portée. L'idée du America Bomber restait en phase théorique, mais certains fabricants ont effectué des essais avec des modèles réduits pour évaluer les profils aérodynamiques, la distribution du poids et les estimations de consommation. Les études confirmaient qu'il était nécessaire de développer des moteurs beaucoup plus efficaces pour rendre viable un vol transatlantique aller-retour. Sans ces avancées, les projets restaient des conceptions conceptuelles avec potentiel, mais sans possibilité immédiate de construction. Alors que ces programmes progressaient, le programme V2 a affronté son test le plus critique en août 1943, lorsque la Royal Air Force a exécuté l'opération Hydra. Environ 600 bombardiers ont attaqué Peenemünde dans la nuit du 17 au 18 août, lançant des tonnes d'explosifs et d'engins incendiaires sur des zones d'assemblage, des dortoirs, des laboratoires et des plateformes d'essai. L'attaque a provoqué des dommages considérables aux structures essentielles et a causé la mort du personnel technique, y compris Walter Thiel, figure clé dans le développement des moteurs. Les tests des moteurs ont subi des interruptions temporaires en raison de dommages aux bancs d'essai et au système d'approvisionnement. Néanmoins, la documentation technique principale a survécu, ainsi que la plupart des équipements clés. Le bombardement a conduit à réévaluer la sécurité du site. Les installations de Peenemünde étaient trop vulnérables pour soutenir une production à grande échelle. En réponse, il a été décidé de déplacer la fabrication vers des installations souterraines où les bombardiers alliés ne pourraient pas les atteindre. Cette décision initierait un processus de réorganisation qui transformerait profondément le programme et marquerait la période suivante de la guerre, dans laquelle la fabrication dans des cavernes souterraines, des tunnels et des complexes fortifiés deviendrait un élément central pour préserver la continuité des programmes stratégiques. Le bombardement de Peenemünde en août 1943 a obligé le haut commandement allemand à réorganiser complètement la production d'armes avancées. L'attaque avait démontré que même des installations de haute priorité, situées dans des zones reculées et protégées par des défenses antiaériennes, étaient vulnérables à des opérations de bombardement soigneusement planifiées. Albert Speer, ministre de l'Armement, évaluait depuis des mois la possibilité de transférer la fabrication de systèmes critiques vers des installations souterraines qui ne pourraient ne pas être détruites depuis les airs. Le coup reçu à Peenemünde a accéléré la transition de ces plans à des ordres exécutifs immédiats. Peu de temps après l'attaque, Speer a établi que la production en masse de la fusée V2 ne continuerait en surface sous aucune circonstance. Le site sélectionné pour cette nouvelle phase du programme se trouvait dans les montagnes du Harz, près de Nordhausen, au centre de l'Allemagne. Là, il existait des tunnels creusés à l'origine pour stocker du carburant, dont la structure de base permettait des extensions rapides. L'endroit devait former le noyau d'un complexe industriel souterrain désigné Mittelwerk. Le choix obéissait à plusieurs facteurs: isolement géographique, proximité des lignes ferroviaires et disponibilité de formations géologiques
permettant une excavation relativement rapide. Cependant, les conditions initiales étaient loin d'être idéales pour une installation industrielle moderne. Les tunnels nécessitaient un renforcement structurel, une extension significative et des systèmes de ventilation capables de maintenir des conditions minimales de travail pour des milliers d'ouvriers. La construction de Mittelwerk est devenue un projet d'ingénierie accéléré. Les 2 galeries principales, chacune de presque 2 km de longueur, ont été élargies pour atteindre des dimensions proches de 10 mètres de large sur 8 de haut. Les galeries transversales, qui reliaient les 2 principales à intervalles réguliers, fonctionnaient comme segments d'assemblage, zones de stockage, ateliers mécaniques et stations d'inspection. Le système électrique a été élargi pour alimenter un éclairage continu et des machines lourdes. Les voies ferrées internes permettaient de transporter des moteurs, des fuselages et des sections préassemblées rapidement entre les stations. L'installation de ponts roulants à des points stratégiques facilitait le mouvement de composants pouvant peser des centaines de kilogrammes. La main-d'œuvre utilisée pour ce vaste projet provenait principalement du camp de concentration de Mittelbau-Dora, créé spécifiquement pour fournir des travailleurs forcés. Des milliers de prisonniers, provenant de camps répartis dans toute l'Europe occupée, effectuaient des quarts continus de 12 heures dans des environnements mal ventilés, avec une poussière constante de roches d'anhydrite et des températures instables. Faute d'installations adéquates pour l'hébergement et le repos, les prisonniers dormaient initialement dans les mêmes tunnels où ils travaillaient. Les conditions, combinées à une alimentation insuffisante et à des punitions régulières, ont provoqué un taux de mortalité extrêmement élevé. Les registres ultérieurs estiment que plus de 20 000 prisonniers sont morts pendant la construction et le fonctionnement initial du complexe, un chiffre supérieur aux victimes totales causées par la suite par les fusées V2 utilisées en combat. Malgré les conditions extrêmes, la production a commencé dans un délai remarquablement court. En décembre 1943, à peine quelques mois après le début du projet, les premières lignes d'assemblage étaient opérationnelles. Ces lignes fonctionnaient de manière séquentielle, imitant la structure d'une usine industrielle conventionnelle, mais adaptée à l'environnement souterrain. Les composants du V2 provenaient de différents points du Reich. Moteurs depuis Raxwerk, réservoirs depuis des entreprises aéronautiques, systèmes électriques et de guidage depuis des entreprises comme Siemens, Valve et Pompes, depuis des fabricants spécialisés. Tous ces éléments étaient inspectés à leur arrivée et distribués dans les galeries où se déroulait l'assemblage final. Le processus de fabrication d'une V2 comprenait des milliers d'opérations individuelles. La structure principale était d'abord assemblée, fixant le fuselage cylindrique et les compartiments pour les réservoirs d'éthanol et d'oxygène liquide. Ensuite, le moteur de combustion liquide était installé, le composant le plus complexe du véhicule, nécessitant le montage d'injecteurs, de pompes actionnées par vapeur et de chambres de combustion refroidies par circulation préalable de carburant. Le système de guidage, basé sur des gyroscopes mécaniques et des servomoteurs qui géraient les aubes internes du jet, était ajouté dans des phases ultérieures. Enfin, le câblage électrique était connecté, les surfaces de contrôle extérieures étaient montées et l'ogive explosive était installée. La production initiale était irrégulière. En janvier 1944, environ 50 fusées furent complétées, un chiffre bien en dessous des prévisions. Des problèmes d'approvisionnement en composants, des erreurs d'assemblage et des failles dans les systèmes de contrôle de qualité provoquaient des retards continus. Néanmoins, les lignes de travail furent progressivement optimisées par la standardisation des procédures et la formation de travailleurs spécialisés allemands qui supervisaient les équipes forcées. Pour mars, la production s'éleva à plus de 170 unités mensuelles. En juin, Mittelwerk atteignit une production supérieure à 400 fusées par mois, se rapprochant des niveaux requis pour les futures opérations. Alors que le V2 avançait vers la production de masse, un autre système de représailles, le V1, atteignait sa maturité opérationnelle. L'arme, officiellement connue sous le nom de Fieseler Fi-103, représentait une approche différente de la fuséologie balistique. C'était un missile de croisière primitif, fabriqué en grande quantité et propulsé par un moteur à pulsoréacteur extrêmement simple. Ce moteur se composait d'un tube métallique équipé de clapets à l'entrée qui s'ouvrait pour permettre l'entrée d'air, se fermait avec la pression de combustion et répétait le cycle des dizaines de fois par seconde.
La simplicité de la conception permettait une production rapide utilisant des techniques de fabrication conventionnelles. Le système de guidage du V1 combinait des gyroscopes pour maintenir la stabilité, une boussole magnétique pour déterminer le cap et un compteur mécanique actionné par une petite hélice frontale qui estimait la distance parcourue. Lorsque le compteur atteignait une valeur prédéfinie, le mécanisme activait les surfaces de contrôle pour faire descendre l'appareil en piqué. La précision était limitée, avec des dispersions de plusieurs kilomètres, mais suffisantes pour attaquer de vastes zones urbaines. La fabrication du V1 a bénéficié de sa simplicité. En 1944, plus de 30 000 unités ont été produites, un chiffre possible grâce à l'utilisation d'acier courant, de techniques de soudage standard et d'assemblage modulaire. Les sites de lancement du V1 ont été établis sur la côte de la Manche. Ces installations consistaient en des rampes inclinées qui utilisaient des fusées accélératrices pour mettre le V1 en condition d'allumage. Le premier attaque opérationnelle s'est produit dans la nuit du 12 au 13 juin 1944. Au cours des mois suivants, de grandes quantités de V1 ont été lancées contre l'Angleterre, en particulier contre Londres. Bien que les défenses britanniques aient augmenté leur efficacité par l'utilisation de chasseurs rapides, d'artillerie anti-aérienne avec des fusées de proximité et de ballons captifs, l'arme a réussi à causer des dommages significatifs dans les zones urbaines et à détourner des ressources considérables de l'effort allié principal sur le continent. La production de l'avion à réaction. Me-262 a également progressé pendant cette période, bien qu'elle ait rencontré des défis persistants. Le concept de l'avion avait été défini des années auparavant, mais les moteurs Junkers Jumo 004 restaient le principal obstacle. Leur durée de vie opérationnelle était extrêmement limitée en raison des contraintes thermiques et du manque de matériaux adéquats. Malgré cela, la structure de base du Me-262 a été affinée et sa vitesse supérieure à celle des chasseurs alliés conventionnels lui conférait un potentiel considérable. Les bombardements alliés ont compliqué la fabrication. Les usines de Messerschmitt et les installations de Junkers ont été attaquées à plusieurs reprises, obligeant à disperser la production dans de petites usines et ateliers improvisés. La formation des pilotes représentait également un problème considérable. Piloter un avion à réaction exigeait de comprendre que la réponse du moteur était plus lente que celle d'un moteur à piston et que les vitesses atteintes réduisaient drastiquement le temps de réaction disponible pendant les manœuvres. De plus, la consommation de carburant était élevée et les réserves de carburant synthétique de l'Allemagne diminuaient en raison des attaques alliées contre les usines d'hydrogénation. Ces facteurs combinés produisaient une situation dans laquelle, bien que la production du Me-262 augmentât, relativement peu d'avions entraient effectivement en service opérationnel. En septembre 1944, la première unité équipée de Me-262 fut organisée, mais elle disposait de peu d'appareils et rencontrait des difficultés à maintenir des opérations continues. Le programme du sous-marin type 21 a continué à se développer grâce au système modulaire introduit par Speer. Les sections préfabriquées étaient assemblées dans des chantiers navals équipés de grues de grande capacité. Cette méthode réduisait le temps total de construction à environ 6 mois. Contrairement aux sous-marins précédents, le type 21 était conçu pour naviguer principalement en immersion, avec une coque hydrodynamique optimisée et des batteries de grande capacité. Les tests initiaux ont démontré des vitesses en immersion supérieures à 17 nœuds et une autonomie sous-marine de plusieurs jours. Cependant, de nombreux problèmes techniques sont survenus lors des premiers essais, y compris des pannes dans les systèmes électriques, des problèmes avec les moteurs diesel et des défauts dans les systèmes de navigation. Bien que les améliorations aient été incorporées progressivement dans les unités suivantes, aucun des sous-marins n'a atteint une pleine opérativité pendant 1944. De plus, plusieurs projets terrestres ont atteint le stade de prototype pendant cette même période. Le char super lourd, Panzer VIII Maus, représentait une tentative de créer un véhicule fortement blindé, capable de dominer toute confrontation terrestre. Avec son blindage exceptionnellement épais et son armement principal de 128 mm, le Maus surpassait en puissance de feu et en protection tout char allié. Cependant, son poids extrême limitait sa mobilité, réduisait sa vitesse et rendait impossible la traversée de la majorité des ponts existants.
seuls 2 prototypes ont été complétés sans jamais voir de service opérationnel. Un autre projet significatif était le canon à très longue portée V3, basé sur un design multicaméra où des charges supplémentaires accéléraient le projectile le long d'un canon fixe. Le complexe construit à Mimoyeke comprenait de multiples tubes disposés en parallèle, protégés par des structures en béton armé. Bien que le design théorique fût viable, le site fut identifié par reconnaissance aérienne et bombardé en juillet 1944 par des bombardiers équipés de bombes pénétrantes Tallboy. La destruction des tunnels et des chambres propulsives laissa le projet inopérant avant d'atteindre sa capacité opérationnelle. Pour la fin de 1944, l'Allemagne avait réussi à faire passer plusieurs projets avancés de phase expérimentale à des États qui pouvaient être considérés comme opérationnels ou proches de l'opération. Le V1 était largement utilisé, le V2 était produit en masse sous terre, le M262 entrait progressivement en service, malgré des limitations critiques, et le Type 21 approchait des états finaux d'évaluation. Cependant, tous ces systèmes faisaient main face à des limitations dérivées tant de problèmes techniques que de la pression constante des bombardements alliés et de la pénurie croissante de ressources. À mesure que la guerre avançait vers 1945, l'impact réel que ces armes auraient sur le champ de bataille dépendrait de leur déploiement effectif dans un environnement où la capacité de l'Allemagne à soutenir des opérations se réduisait rapidement. L'utilisation opérationnelle de la fusée V2 a commencé le 6 septembre 1944 avec un lancement contre Paris depuis une position mobile près de Houffalize, en Belgique. Le projectile a frappé Maisons-Alfort et a causé 6 morts, initiant une campagne qui changerait la nature du bombardement stratégique. 2 jours plus tard, le 8 septembre, les premières attaques contre Londres ont eu lieu. À 18h40, un V2 a frappé Chiswick, créant un cratère de 10 mètres et tuant 3 personnes. Un autre est tombé quelques minutes plus tard près d'Epping. L'absence totale d'avertissement distinguait le V2 de toute arme précédente. Il voyageait à vitesse supersonique durant toute la descente et le bang sonique arrivait simultanément à l'explosion, éliminant toute possibilité de refuge préalable. Le gouvernement britannique a initialement tenté de dissimuler la nature balistique des impacts, les attribuant à des détonations accidentelles de gaz. Cependant, l'intensité du schéma de destruction a rendu cette explication insoutenable. À partir de novembre 1944, Churchill a reconnu publiquement que Londres était attaquée avec des fusées balistiques. Entre septembre 1944 et mars 1945, les unités allemandes ont lancé environ 1400 V2 contre Londres et 1664 contre Anvers, dont le port était essentiel pour approvisionner les armées alliées dans leur avancée vers l'Allemagne. D'autres cibles, y compris Norwich, Ipswich et Lille, ont reçu environ 160 impacts supplémentaires. Le taux de lancement a fluctué selon la disponibilité de fusées, de carburant et les conditions de mobilité aux Pays-Bas et en Belgique, mais est resté constant jusqu'à ce que l'avancée alliée oblige les unités de lancement à se retirer. L'impact humain du V2 fut considérable. À Londres, 2754 personnes sont mortes et environ 6500 ont été gravement blessées. À Anvers, les victimes ont dépassé les 1700, beaucoup d'entre elles étant des travailleurs portuaires et du personnel militaire assigné aux opérations logistiques. Bien que la destruction matérielle ait été vaste, l'effet militaire stratégique fut limité. La tête explosive de 1000 kg était destructrice, mais la précision du V2 ne permettait pas des attaques de valeur militaire sélective. Les erreurs d'impact typiques atteignaient plusieurs kilomètres en raison de limitations intrinsèques du système de guidage gyroscopique, de variations atmosphériques et de légères irrégularités dans la combustion et la poussée. Chaque fusée était une arme à usage unique et nécessitait un investissement considérable de temps, de personnel et de matériaux pour sa production. En revanche, un seul raid de bombardiers lourds alliés pouvait transporter plusieurs fois plus de charges explosives lors d'une seule mission nocturne. Les défenses conventionnelles étaient inutiles contre le V2. Ni les chasseurs, ni l'artillerie antiaérienne ne pouvaient intercepter un projectile descendant à plus de 5000 km/h depuis des hauteurs proches de 90 km.
La seule contre-mesure viable fut l'avancée terrestre pour capturer les zones de lancement. Cette stratégie a fonctionné progressivement. Pour mars 1945, les positions encore capables d'atteindre l'Angleterre étaient hors de portée opérationnelle en raison du recul des forces allemandes. En conséquence, la campagne du V2 s'est terminée, non par manque de fusées, mais par la perte de territoires adéquats pour le lancement. En parallèle, la campagne de V1 a continué depuis juin 1944. Au cours de 9 mois, environ 10 000 unités ont été lancées contre l'Angleterre. Le V1, propulsé par un moteur à pulsoréacteur, volait à une altitude relativement basse et à vitesse constante. Ces caractéristiques ont permis aux Britanniques d'organiser un système de défense en couche. Des chasseurs rapides comme le Hawker Tempest et le Spitfire 14 formaient une ligne avancée au-dessus du canal, suivie par environ 2000 canons anti-aériens avec fusées de proximité et une barrière de ballons captifs. Les résultats sont rapidement devenus évidents. En juin 1944, environ 40% des V1 atteignaient la zone cible. En août, la proportion était tombée à 20%. À la fin de l'année, plus de 80% étaient détruits avant de frapper. Malgré cette défense efficace, les V1 qui réussissaient à passer causaient encore des pertes significatives, provoquant environ 6184 morts. L'arme a rempli sa fonction tactique, saturer les défenses, obliger à redistribuer des ressources et maintenir une pression constante sur l'arrière-garde alliée, même si elle n'a pas changé le cours général de la guerre. En l'air, le Me-262 a commencé à entrer en combat en quantité appréciable à la fin de 1944. Après des années de retard technique et de décisions contradictoires sur son rôle opérationnel, la Luftwaffe a finalement intégré l'avion dans des unités spécialisées. Le commando Nowotny a commencé ses opérations en octobre de 1944, réalisant des attaques contre des formations de bombardiers américains. La performance était remarquable, des vitesses qui dépassaient facilement celles des chasseurs alliés et une capacité de montée supérieure. Cependant, ces avantages entraînaient de nouvelles difficultés. La vitesse extrême réduisait le temps disponible pour viser. S'approcher à 800 km/h de formations denses de bombardiers laissait à peine quelques secondes pour tirer avec les 4 canons Mk-108 de 30 mm, dont les projectiles explosifs pouvaient détruire un bombardier avec quelques impacts. Le Me-262 nécessitait des tactiques spécifiques, généralement des attaques frontales descendantes où le temps d'exposition aux artilleurs ennemis était minimal. Toutefois, son impact stratégique a été limité. En février 1945, environ 200 Me-262 étaient opérationnels, chiffre insuffisant pour contrer les milliers d'aéronefs déployés par les forces alliées. De plus, la vulnérabilité du Me-262 au décollage et à l'atterrissage représentait un désavantage significatif. La lente accélération des moteurs Jumo 004 et la nécessité de longues pistes faisaient que les chasseurs alliés patrouillant au-dessus de bases connues détectaient et détruisaient les avions à réaction avant qu'ils n'atteignent une vitesse de sécurité. À cela s'ajoutait la pénurie chronique de carburant, aggravée par les bombardements alliés contre les usines de carburant synthétique. De nombreux Me-262 restaient au sol par manque de carburant ou à cause de moteurs endommagés qui ne pouvaient pas être remplacés rapidement. L'Arado AR-234 Blitz, premier bombardier à réaction opérationnelle, a également été mis en service pendant cette période. Bien que ses performances aient été exceptionnelles, des vitesses supérieures à 740 km/h, la production totale d'environ 210 unités a limité gravement son impact. L'AR-234 a effectué des missions de reconnaissance de longue portée et des attaques sélectives, notamment contre les ponts alliés sur le Rhin, mais son nombre réduit a empêché d'influencer significativement les opérations stratégiques. D'autres conceptions avancées sont arrivées tardivement ou avec des problèmes insurmontables. Le Heinkel He-162, conçu comme un chasseur léger de production rapide, a présenté des caractéristiques de vol dangereuses et des difficultés de contrôle, enregistrant de multiples accidents pendant les essais. Bien qu'environ 120 unités aient été fabriquées, seules quelques-unes ont atteint des missions opérationnelles sans résultat pertinent. Le Messerschmitt Me-163 Comet, propulsé par un moteur fusée de courte durée,
pouvait atteindre des vitesses supérieures à 950 km/h et monter rapidement à haute altitude, mais son autonomie limitée, son risque opérationnel élevé et l'extrême volatilité de son carburant en faisaient un système peu pratique. Malgré la fabrication d'environ 370 unités, ces abattages confirmés ont été rares et les pertes dues aux accidents nombreuses. En mer, les sous-marins type 21, conçus pour opérer immergés pendant de longues périodes grâce à des batteries de grande capacité et une coque hydrodynamique optimisée, ne sont pas entrés en opération complète avant la fin de la guerre. Bien que plus de 100 unités aient été lancées entre 1944 et 1945, les problèmes techniques et les retards dans la formation ont empêché de les déployer lors de patrouilles de combat efficaces. Le U-2511, premier type 21 déclaré opérationnel, a effectué en avril 1945 une patrouille d'essai qui a démontré la capacité du design à échapper aux forces anti-sous-marines alliées plus efficacement que les modèles précédents. Cependant, la fin de la guerre est arrivée avant qu'ils ne puissent réaliser des attaques réelles. Les analyses alliées ultérieures ont confirmé que le design représentait un saut technologique considérable, capable de changer la guerre sous-marine s'il avait été disponible en 1944. Le programme nucléaire allemand n'a pas atteint non plus d'application militaire. En 1944 et 1945, les installations ont été dispersées pour éviter les bombardements. L'expérience la plus avancée, le réacteur B8 à Eigerloch, consistait en 664 cubes d'uranium métallique suspendus dans une solution d'eau lourde. Les tests réalisés dans les premiers mois de 1945 ont montré une multiplication de neutrons significative, mais pas de criticité. Le projet manquait de suffisamment d'eau lourde et d'uranium métallique de la pureté requise. La capture de l'installation par l'équipe américaine Alsos, le 23 avril 1945, a marqué la fin effective de l'effort nucléaire allemand. Au début de 1945, la situation militaire du Reich se détériorait rapidement. L'avancée alliée vers le cœur de l'Allemagne coupait les lignes d'approvisionnement, capturait les installations de fabrication et réduisait la capacité d'opérer des armes avancées. Les derniers V2 ont été lancés en mars depuis des positions aux Pays-Bas avant d'être abandonnés. La production du Me-262 a diminué tandis que les usines étaient occupées. Les sous-marins type 21 restaient dans les chantiers navals ou effectuaient de brèves sorties sans impact opérationnel. Le projet nucléaire restait isolé et sans ressources. Lorsque le 7 mai 1945 l'Allemagne s'est rendue, les armes avancées du régime avaient démontré des capacités remarquables, mais manquèrent du temps, des ressources et du contexte opérationnel nécessaire pour altérer de manière significative le cours final de la guerre. Lorsque les armées alliées pénétrèrent en Allemagne pendant les premières semaines de 1945, elles avancèrent avec des unités spécialisées dont la mission allait bien au-delà des opérations militaires conventionnelles. Il s'agissait d'équipes technico-scientifiques chargées d'identifier, d'évaluer et d'assurer les technologies avancées allemandes, avant qu'elles ne puissent être détruites par des ordres de repli ou qu'elles ne tombent sous le contrôle d'une autre puissance. La coopération alliée n'existait qu'en apparence. Au niveau opérationnel, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique rivalisaient directement pour obtenir des avantages stratégiques qui influenceraient la structure militaire et technologique de l'après-guerre. La fin du Troisième Reich est devenue, en quelques semaines, le début pratique de la guerre froide. Dans ce contexte, les États-Unis ont lancé ce qui allait devenir l'opération de capture scientifique la plus vaste de l'époque, l'opération Paperclip. Bien que son approbation formelle soit arrivée en août 1945, dès le début de cette année, des listes d'ingénieurs, de physiciens, de chimistes et de techniciens allemands considérés comme essentiels étaient en cours de compilation. Les dossiers des candidats étaient marqués avec un trombone, origine du nom de l'opération. Son objectif réel, au-delà de celui déclaré de les empêcher de tomber aux mains des Soviétiques, était d'accélérer les programmes américains dans des domaines où l'Allemagne avait démontré une avance: fusées, aviation à réaction, électronique de contrôle, armement guidé et matériaux synthétiques. Peenemünde, le berceau du V2, avait été désigné par toutes les puissances comme un objectif prioritaire. Lorsque les troupes soviétiques y sont arrivées,
Le 5 mai 1945, elles ont trouvé les installations vides de personnel clé et de documentation cruciale. Pendant mars et avril, Wernher von Braun et environ 500 membres de son équipe avaient évacué vers le sud suivant les ordres directs du haut commandement allemand, conscients que la capture soviétique pouvait être politiquement défavorable. Ils ont transporté avec eux des caisses contenant 14 tonnes de documents techniques, plans de moteur, spécifications de turbopompes, registres de tests en vol, calculs balistiques et études métallurgiques. Le matériel a été caché dans une mine près de Goslar. Quelques heures après l'effondrement nazi, Magnus von Braun a pris le risque de traverser les lignes et de contacter les troupes américaines pour livrer le groupe complet de spécialistes ainsi que l'emplacement des archives techniques. Entre-temps, un autre point clé, Mittelwerk, l'usine souterraine de production du V2, se trouvait dans la zone qui, selon les accords internationaux, devait être sous contrôle soviétique. Cependant, les troupes américaines arrivèrent les premières. Des équipes techniques parcoururent pendant des semaines les tunnels, encore remplis de machines et de fusées à divers stades d'assemblage. Environ 100 V2 complets furent identifiés, ainsi que des grandes quantités de pièces de rechange et des lignes de montage fonctionnelles. La décision américaine fut immédiate, évacuer tout le matériel avant l'arrivée soviétique. Le major John T. Hamill coordonna le transfert systématique des fusées, moteurs, équipements de test et documentation. Au total, environ 300 wagons ferroviaires chargés furent envoyés vers l'ouest entre mai et juin. Lorsque la zone passa aux mains soviétiques en juillet, le complexe était pratiquement dépourvu d'éléments de valeur. L'Union soviétique a ensuite exécuté sa propre opération systématique d'extraction technique. L'opération Ozoaviakim, réalisée la nuit du 21 au 22 octobre 1946, consistait en le transfert forcé d'environ 2200 spécialistes allemands et leurs familles de la zone d'occupation soviétique. Les déportés comprenaient des experts en fusées, moteurs, métallurgie, optique, électronique militaire et navigation. Parmi eux se trouvait Helmut Grötrup, profondément familier avec le système de guidage du V2 et l'organisation de production. Ces spécialistes ont été relogés dans des centres de recherche soviétiques où ils ont travaillé pendant des années sous stricte supervision, bien qu'ayant accès à des ressources substantielles. Leur contribution a accéléré de manière significative les programmes soviétiques de missiles au cours de la deuxième moitié des années 40. Le Royaume-Uni, manquant du muscle logistique des États-Unis ou de l'envergure territoriale soviétique, s'est concentré sur l'exploitation technique de ce qui était déjà en sa possession. L'opération Backfire, réalisée à l'automne 1945, consistait en la reconstruction et le lancement de plusieurs V2 utilisant des composants capturés et du personnel allemand. L'objectif britannique était d'élaborer une documentation complète du système, méthode de remplissage des carburants cryogéniques, vérification des pompes à turbine, régulation du mélange, séquence de lancement et structure du système de guidage. Les données étaient enregistrées avec minutie et ont été partagées partiellement avec les États-Unis, bien que chaque puissance maintint également des lignes de recherche propres. Aux États-Unis, l'intégration du groupe de von Braun a commencé à Fort Bliss, Texas, avec un accès à White Sands Proving Ground, l'un des rares endroits adaptés pour lancer des fusées de grande taille. Les V2 capturés ont initialement servi pour des expériences atmosphériques, des recherches sur les radiations ultraviolettes, des mesures de température en altitude et des tests de télémétrie. Entre 1946 et 1952, environ 70 V2 ont été lancés depuis White Sands. Ce programme a permis aux ingénieurs américains d'acquérir une expérience directe en turbopompe, en valves cryogéniques, en combustion de propulseurs liquides et en structures pressurisées. Avec le temps, les composants allemands disponibles ont diminué. À partir de 1948, les États-Unis ont commencé à fabriquer leurs propres modèles basés sur les conceptions capturées, avec une production entièrement nationale vers 1950. Le missile tactique Redstone, développé à la fin des années 50, était essentiellement un V2 augmenté et perfectionné. L'Union soviétique a reproduit un processus équivalent. Après l'arrivée de la documentation technique de Peenemünde et de Mittelwerk, ainsi que la contribution directe des équipes déportées, l'industrie soviétique a produit le R-1, copie fonctionnelle du V2,
Le R-2, avec une portée accrue, a incorporé des améliorations structurelles et de stabilité également dérivées d'analyses allemandes. À partir de ces modèles, le programme soviétique a progressé vers le R-5 et finalement le R-7 Semyorka, le premier missile balistique intercontinental opérationnel lancé en août 1957. Ce même véhicule a placé en orbite Sputnik 1, démontrant que l'astronautique soviétique avait pris de l'avance sur celle des États-Unis dans le contexte précoce de la guerre froide. Le transfert technologique ne s'est pas limité à la fuséologie. Dans l'aviation à réaction, l'étude des moteurs Jumo 004 et BMW 003 a fourni aux ingénieurs alliés des informations cruciales sur les compresseurs axiaux, les chambres de combustion tubulaires et les matériaux résistants à des températures élevées. Les soviétiques ont produit le RD-10, copie presque exacte du Jumo 004, et l'ont utilisé dans les premiers prototypes de chasseurs. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, la recherche allemande sur les profils aérodynamiques à grande vitesse a été décisive. Les essais allemands en soufflerie avaient clairement documenté l'avantage des ailes en flèche dans les conditions transsoniques, une connaissance qui était à peine en cours de développement indépendant dans d'autres pays. Ce matériel a influé directement sur la conception du F-86 Sabre américain et du MiG-15 soviétique. L'affrontement aérien entre les deux modèles en Corée, deux avions qui partageaient une origine théorique dans des recherches capturées, est l'une des conséquences indirectes les plus visibles du transfert technologique de la Seconde Guerre mondiale. Le O-229, l'aile volante des frères Orten, a également été capturé. Bien que le prototype n'ait jamais volé en version complètement opérationnelle, sa géométrie révélait des propriétés de dispersion radar inhabituellement basses. Au cours des années 80, des ingénieurs du programme du bombardier B-2 ont étudié le O-229 conservé aux États-Unis pour comprendre la relation entre géométrie, matériaux et signature radar. Bien que le B-2 soit très éloigné techniquement du design allemand, la continuité conceptuelle est évidente. La réduction de signature, comme objectif délibéré, a trouvé dans les études allemandes une base expérimentale précoce. Dans le domaine naval, les sous-marins type 21 ont peut-être représenté le saut conceptuel le plus net. Leur conception de coque hydrodynamique optimisée pour la navigation immergée, leur batterie de haute capacité et leur schnorchel fonctionnel anticipaient le paradigme du sous-marin d'après-guerre. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique ont étudié minutieusement les exemplaires capturés. Les classes Guppy, Whisky, Zulu et Porpoise ont émergé directement de ce modèle. Même lorsque les sous-marins nucléaires dominaient la scène navale, les sous-marins diesel-électriques exploités par de nombreuses marines jusqu'à la fin du XXe siècle conservaient l'approche technique du type 21. L'étude des systèmes électroniques et de contrôle allemands a également eu un impact profond. Les radars Würzburg et Freya, les systèmes de guidage par radio de missiles comme le HS-293 et le Fritz X, et les premières lunettes de visée infrarouge actives ont été analysés et adaptés. Des concepts fondamentaux comme le guidage de commande, la stabilisation gyroscopique et la télémétrie radio ont été incorporés dans les systèmes de missiles occidentaux des années 50. Des entreprises optiques allemandes comme Zeiss et Leitz ont fourni des technologies pour des viseurs stabilisés, des télémètres et des dispositifs de vision nocturne qui influenceraient les blindés et aéronefs de l'après-guerre. En informatique, les équipes alliées ont capturé les machines Z de Konrad Zuse, notamment la Z4. Bien que son influence ait été limitée par son isolement relatif pendant la guerre, les architectures de Zuse ont montré une transition précoce vers l'informatique programmable complètement automatique. La Z4 a fonctionné à Zurich jusqu'en 1955, fournissant un des premiers nœuds de calcul numérique en Europe. Pour 1950, le transfert technologique résultant de la défaite allemande était en grande partie conclu. Les spécialistes capturés avaient été réassignés. Les installations pertinentes avaient été démantelées ou absorbées par de nouvelles infrastructures nationales. Les systèmes capturés avaient été évalués, copiés ou remplacés par des développements propres. Ce qui avait commencé comme une course pour sécuriser des armes avancées s'est transformé en la base technique des programmes de missiles balistiques, de l'aviation supersonique, des sous-marins modernes et des technologies électroniques qui définiraient la stratégie militaire globale dans les décennies suivantes.
L'héritage technologique du Troisième Reich, réinterprété et élargi par les puissances victorieuses, a directement configuré la phase initiale de la guerre froide et marqué le point de départ des systèmes stratégiques qui caractériseraient le reste du XXe siècle.